Alors on a voulu faire une première partie, première courte partie, sur des choses un peu générales, sur les mécanismes de défense de l'organisme. Quand il y a une brèche, je me coupe, il y a un saignement, comment l'organisme fait pour réparer ça. Une petite, et puis quand il y a des germes ou un corps étranger qui rentre dans l'organisme, il y a une réaction de l'organisme qui va se défendre et lutter contre cette agression extérieure. L'idée de cette partie-là, en fait, c'est de vous montrer que dans la maladie de décompression, il y a des bulles, c'est des corps étrangers, et il y a une réaction générale qui n'est pas spécifique forcément à l'accident de décompression. Et des fois, il peut y avoir des signes généraux, comme ce que vous pouvez observer quand vous êtes malade, par exemple, quand il y a une agression, là pour le coup, par un virus ou par un autre micro-organisme. Là, il peut y avoir ça, c'est une attaque en règle, si vous voulez. Tout le lavage des mains. Et là, à ce moment-là, vont se mettre en jeu les réactions de défense de l'organisme. Donc, face à l'agresseur, il y a différentes lignes de défense. D'abord, une réaction générale qui n'est pas du tout spécifique. Et puis une deuxième ligne qui devient un peu plus spécifique. Et une troisième ligne, si l'agresseur a franchi ses premières lignes, qui est carrément ciblée contre l'agresseur. Puis la quatrième ligne, elle va être exogène par des médicaments qu'on peut proposer, des antibiotiques ou des antiviraux. L'agresseur, ça va être tout élément étranger. Tu parlais tout à l'heure de l'oxygène boraté. Donc une agression acide ou basique, une brûlure par exemple, ou une agression par un agent extérieur qui peut être une bactérie, un virus, un parasite, un corps étranger, un élément toxique, ou bien une bulle d'azote aussi. Et dans la défense, c'est pareil, le sang va avoir un rôle primordial puisque c'est lui qui va transporter ces cellules et toujours des protéines et des médiateurs de la défense. Et puis elle va réguler le flux circulatoire par la vasoconstriction et la vasodilatation. Donc les cellules du sang, vous connaissez les globules rouges, sa mère vous en a parlé longuement, qui vont transporter l'oxygène, qui vont être présents dans le thrombus. Il va y avoir les plaquettes qui vont être mises en jeu rapidement par les phénomènes d'hémostase et de coagulation. Et puis, elle va transporter des facteurs qui vont favoriser aussi la vasomotion. Et puis surtout, l'armée, c'est les globules blancs. Les globules blancs, c'est une grande famille de cellules qui ont tout un rôle dans la défense. Ça dépendra un petit peu de l'agent agresseur. Donc il y a des cellules qui vont phagocyter, c'est-à-dire qui vont essayer de manger en tout cas l'agent extérieur. Ce sont les premières cellules qui vont être mises en jeu. Donc ce qu'on appelle les polynucléaires et puis ensuite les macrophages si les polynucléaires ne suffisent pas. Donc c'est des cellules qui sont bien mobiles, qui se déforment facilement, donc qui vont pouvoir s'infiltrer dans l'endothélium pour aller lutter au niveau tissulaire, enfin essayer de phagocyter l'agent extérieur au niveau tissulaire. Et elles vont aussi sécréter des médiateurs pour les aider dans cette tâche-là. Et puis, il y a des cellules qui sont toujours dans la famille des globules blancs, dont vous avez certainement entendu parler, ce sont les lymphocytes. Donc, le VIH, le virus du sida, en fait, lui, va altérer les lymphocytes. Et puis, il y a d'autres cellules qui vont libérer l'histamine, vous en avez peut-être entendu parler, hein, qui va être vasodilatatrice, donc pour favoriser l'arrivée du flux sanguin. Donc, en cas d'agression, il y a 3 lignes de défense. Donc, le tout premier stade, ça va être le déclenchement de phénomènes vasculaires avec des mécanismes de coagulation, puisqu'il y aura eu une petite abrasion de l'endothélium, donc qui va aboutir au clou hémostatique, qui est composé de fibrine, et cette fibrine va aussi attirer les leucocytes, où il va augmenter la synthèse de protéines qui vont aider à la lutte contre l'agent. Ces protéines, donc, elles vont engendrer une vasodilatation pour augmenter le flux du sang, et elles vont aussi augmenter la perméabilité vasculaire pour permettre aux cellules d'aller dans les tissus pour lutter contre l'agent pathogène. Elles vont recruter d'autres cellules, elles vont faciliter leurs actions,
et participer aussi à la synthèse d'autres facteurs de défense. Donc dans les premières cellules, les leucocytes vont se lier à l'endothélium, traverser la paroi, engloutir, c'est-à-dire phagocyter l'agent extérieur. Quand l'agent agresseur est dans le leucocyte, il va être confronté à des protéines à l'intérieur, dont des radicaux libres oxygénés pour lyser cette bactérie, ce corps étranger. Généralement, ça va aboutir à la mort aussi du polynucléaire neutrophile. Et puis derrière, il y a les macrophages qui vont nettoyer tout ça. Voilà. Donc, donc ça, c'est le passage. Les leucocytes, ils roulent et puis ils adhèrent. Ils passent à travers la membrane, l'endothélium. Là. Et là, donc, ça, c'est l'agent étranger qui va se lier au leucocyte. Et vous voyez, ça va être progressivement englouti. À l'intérieur, ça va former un gros granule avec l'agent extérieur qui va être lysé. C'est la bactéricidie dans le cas d'une bactérie. Voilà comment ça se passe, la première réaction. Et donc ça, c'est une réaction locale. Ce qui se passe quand il y a juste un petit furoncle, un petit truc local. Donc ça rougit parce qu'il y a eu une vasodilatation. Ça grossit parce qu'il y a eu un passage extravasculaire. Il y a une perméabilité vasculaire. Ça fait mal parce qu'il y a du truc en plus, ça comprime. Et c'est chaud parce que c'est vasodilaté. Et ça, c'est un signe d'inflammation. D'accord ? Hein ? Donc cette phase, elle va nécessiter de l'oxygène. Et donc, comme je vous disais, ça produit des facteurs, des radicaux libres oxygénés. Ça va aboutir à d'autres protéines qui vont avoir une action locale, mais si ça ne suffit pas, ça va recruter d'autres agents pour une action plus générale. D'où, si ça se complique, la fièvre, la fatigue, des fois les courbatures aussi, et ce genre de choses. Ah, bon, c'est pas grave. Donc la deuxième ligne de défense, ça fait appel à d'autres cellules qui sont de la famille des lymphocytes, qu'on appelle les natural killers. Donc ils vont tuer le corps étranger grâce à d'autres récepteurs à large reconnaissance encore. Il n'y a pas de mémoire immunitaire à ce stade-là. Et si ça ne suffit pas, eh ben on met en ligne la troisième ligne de défense au bout de quelques jours, où là, les lymphocytes qui ont des récepteurs spécifiques, ce sont les anticorps, vont tenter d'aller reconnaître l'organisme. Ils vont transporter l'agent dans les ganglions. Et là a lieu la lyse et la neutralisation de ces agents. La destruction. Hein. Tout ce qui est en lytique et lyse avec un Y, c'est de l'ordre de la destruction. C'est cette immunité-là qui donne lieu à une mémoire immunitaire. Donc quand on vous vaccine, on vous met en contact avec une partie de l'agent infectieux pour stimuler cette fabrication de lymphocytes pour qu'après, quand vous êtes en contact avec le vrai agent complet, cette ligne de défense se mette en marche tout de suite. Ou quand vous avez déjà été exposé à la maladie, donc il y a eu une phase un peu compliquée, où vous avez été pas bien, malade, fièvre, etc. Mais vous avez fabriqué ces lymphocytes. Et si vous êtes à nouveau en contact avec ces germes en question, vous n'aurez pas le temps de développer la maladie, puisque les lymphocytes, ils ont déjà été fabriqués, ils connaissent, vous avez des anticorps, donc ils vont tout de suite aller neutraliser l'agent avant qu'il fasse des dégâts. D'accord ? Et puis après, faut réparer, il faut nettoyer un petit peu tout ça. Ce qu'on appelle la détarsion, c'est le nettoyage du site, parce qu'il y a eu des déchets dans tout ça. Généralement, c'est des grosses cellules qui s'appellent les macrophages qui mangent un petit peu tout ça. Ou des fois, ça ne suffit pas, donc il y a un rejet à l'extérieur, c'est le furoncle qui éclate par exemple. Le pus, c'est des débris cellulaires. D'accord ? Puis des fois, ça reste pas très propre, donc le chirurgien, le bistouri, aide. Donc c'est une phase de réparation avec ou cicatrisation ou régénération quand c'est possible. Quand c'est un neurone qui a été altéré, lui, il ne va pas se régénérer, il y aura une cicatrisation. Donc il peut y avoir une perte de fonction selon l'importance des dégâts et le siège de la lésion. D'accord ? Donc une application pratique en plongée, c'est tout ce qui est agression par la faune et la flore. Par la faune surtout, une morsure. Vous saignez, donc vous avez des phénomènes procoagulants qui vont se mettre en route, et puis des phénomènes de lutte contre l'infection, parce que le requin, ça a probablement des bactéries, des choses
peu générales, qui peuvent... Hein, ça ne pas trop, mais à la surface. Et puis après, un phénomène de cicatrisation et de réparation, puisque il y a eu arrachement de choses. Et puis, il y a des animaux qui peuvent sécréter, en plus de mordre ou de piqûres, qui vont vous injecter en plus une toxine qui peut être, comme son nom l'indique, toxique, et avoir des actions au niveau du cœur, au niveau des cellules cardiaques, au niveau des cellules neuronales. Donc les dégâts sont fonction de la toxine de l'animal.